Petite nuit parce qu'à l'Assemblée, on le voit bien évidemment, ça ne décolère pas après les propos d'Emmanuel Macron. J'ai envie qu'on commence par ça, évidemment, on va parler aussi de l'état de l'hôpital. Ces propos d'Emmanuel Macron dans le journal Le Parisien ce matin. Les non-vaccinés, j'ai bien envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. Bon, un président ne devrait pas dire ça. C'est de l'ordre de l'évidence. On imagine mal De Gaulle venir dire qu'il va venir emmerder les Français. Bon, mais ça, c'est les mots. Ce qui me choque plus presque pour moi, c'est la suite. C'est un irresponsable n'est plus un citoyen. Moi, dans ma circonscription, je suis le député de tous les Français. Je suis le député des Français noirs, je suis le député des Français blancs, je suis le député des Français qui votent pour moi, je suis le député des Français qui votent pas pour moi, je suis le député des fumeurs, je suis le député des non-fumeurs, je suis le député des vaccinés, je suis le député des non-vaccinés. Et je trie pas. Et lui, il est le président de tous les Français. Et à ce titre-là, il n'y a pas le droit d'exclure comme ça une partie des gens de la communauté nationale, une partie des gens du corps social. Et je signale que c'est déjà ce qu'il avait fait au moment des Gilets jaunes. Où, à partir du moment où on portait un gilet jaune, on était un espèce de lépreux qui devait ne plus être considéré comme un citoyen, mais comme un sous-citoyen. Alors lui, il précise quand même, et je tiens à donner les propos complets, il dit qu'au fond, ce sont les anti-vax ou les non-vaccinés qui eux-mêmes s'excluent du reste de la société. Il dit, c'est l'immense faute morale des anti-vax. Ils viennent saper ce qu'est la solidarité d'une nation. Et il ajoute ce que vous venez de dire, quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable, ce n'est plus un citoyen. Moi, j'alerte les vaccinés aussi. Et moi, je le dis d'abord, je suis partisan de la vaccination. Je pense que c'est un outil et un outil puissant face aux formes graves du Covid, même si ça ne résout pas la transmission, la contamination. J'ai œuvré dans mon coin pour installer un centre de vaccination au milieu de la campagne. Je suis partisan de la levée de brevets aussi pour les pays du tiers-monde qui aujourd'hui n'accèdent pas au vaccin. Et je suis aussi favorable à une stratégie d'aller vers les gens qui ne sont pas vaccinés, notamment les plus de 80 ans. Aller vers, ça veut pas dire emmerder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France est le dernier pays d'Europe de l'Ouest pour les personnes de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées. Ça, je le disais déjà l'été dernier. Et donc, ça veut dire que, comme ils n'ont pas confiance dans le président de la République, comme ils n'ont pas confiance dans le ministre de la Santé, il faut leur envoyer, par exemple, les auxiliaires de vie sociale qui vont chez eux tous les jours pour leur dire, bon, ben voilà, vous n'êtes pas vaccinés, vous êtes sûr que vous ne devriez pas le faire. Leur proposer. Non pas, on vaccine pas les gens avec la seringue sous la gorge. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Ça doit se faire dans la discussion. Et là, pour moi, le premier des irresponsables aujourd'hui dans le pays, c'est Emmanuel Macron. Il est irresponsable par ses propos qui attise le feu de la division dans un moment où le pays en a franchement pas besoin. Mais pour moi, c'est le premier des irresponsables sur ce qu'il a fait à l'hôpital et ce qu'il a fait à la santé depuis 2 ans. Ils ont eu 2 ans pour monter la digue, pour la relever. Qu'est-ce qui s'est passé? La digue face au Covid, vous voulez dire? Bah oui, la digue de l'hôpital. La digue de l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2017, 4900 lits fermés. 2018, 4200 lits fermés. 2019, 3100 lits fermés. Et maintenant, on bat le record. En 2020, en pleine crise Covid, 5700 lits fermés. En pleine crise Covid, ils ont battu leur record. Et je suis venu dans les médias l'an dernier pour dire, nous votons un budget de la sécurité sociale de la honte sur l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'on a adressé la reconnaissance de la nation à tous les soignants. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé 5700 lits. Les médecins réanimateurs, ils demandaient la création en France de 67 postes de réanimateurs. C'est pas énorme, 67 postes. On leur en a accordé 0 poste l'an dernier. 0 poste supplémentaire. Pourtant, François Ruffin, dans les propos d'Emmanuel Macron, dans cette longue interview qu'il accorde au journal Le Parisien, il dit qu'il faut tendre la main aux soignants, je le cite, on doit mieux reconnaître les métiers des soins, c'est un chantier colossal, il en fait même un projet, il faut notamment revoir les temps de travail de certains soignants, reprendre les cycles pour qu'ils travaillent dans des bonnes conditions et en payant dignement. C'est comme ça que l'on gardera de l'attractivité pour ces métiers. Les promesses, aujourd'hui, les soignants sont plus en état de les entendre. Pourquoi? Parce que dans le cœur de la crise Covid, ils y ont cru. On leur a dit, il y aura un après pour l'hôpital. Vous en faites pas, on va relever la digue. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Il n'y a pas eu de réorientation. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de paraître et qui dit, il n'y a pas eu de modification à l'égard de la politique de soins. C'est-à-dire que le Ségur de la santé, ça a été une concession faite aux soignants temporairement, mais ça n'a pas été une réorientation de la politique à l'égard de l'hôpital. Et ça a produit une double chose. Une baisse de la digue sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de lits ouverts, y compris en réanimation, c'est 500 lits en moins. Voilà. Donc,
c'est la digue qui a baissé, on est moins à même de contenir la vague, mais... C'est du en même temps, c'est d'un côté on ferme les lits et de l'autre côté Pour vous, vous ne croyez pas à ses propos quand il dit je vais à nouveau attirer les soignants, je vais les rémunérer mieux, je vais adapter leur rythme de vie. Il a eu 2 ans pour qu'on le juge sur des actes et pas sur des promesses. Et ces actes, je le redis, ça a été 5700 lits fermés en pleine crise Covid, ça a été 0 poste de réanimateur en moins, ça a été 1 milliard d'euros en moins pour l'hôpital. Et ça, je le dis, ça a produit une baisse de la digue sur le plan matériel, mais ça a eu une deuxième conséquence qui, à mon avis, est plus importante, c'est quasiment une conséquence spirituelle. C'est quoi? Vous regardez tous les reportages sur l'hôpital, on vient vous dire le découragement des soignants. Pourquoi le découragement? Parce qu'ils y ont cru, ils ont espéré. Moi, je suis passé à l'hôpital de Péronne avant la vague Delta Omicron, là. C'était pas du Covid qui était dans les services. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On a vécu quelque part avec le Covid une parenthèse enchantée. C'est eux qui nous disent parce qu'on nous a laissé soigner les gens. Ça veut dire qu'ils n'ont plus la foi dans leur métier. Ben oui, ils nous disent voilà, on reçoit des gens de 80-90 ans, on doit leur faire passer la nuit dans un couloir avec la lumière dans les yeux. C'est-à-dire que si c'était nos parents ou nos grands-parents, on aurait le sentiment de les maltraiter. Et en fait, ils ont un grand sentiment de découragement parce que ils ont espéré. Ils y ont cru à l'après dans l'hôpital et ils voient qu'en fait, il y a plus de lumière allumée au bout du tunnel, ça ne changera plus. François Ruffin, comment faire? vous dire quand même, vous, votre malaise, possiblement comme journaliste, si on vous fait mal faire votre travail, bon ben voilà, ok. Mais quand, en plus, vous êtes soignant, c'est-à-dire que votre rôle, c'est de vous occuper de l'humain en face et que vous avez le sentiment de maltraiter les gens, plus que de les aider, et bien à ce moment-là, en leur faisant passer des nuits avec de la lumière dans les yeux, on peut pas traiter les gens comme des cartons, ça fait que vous avez envie de quitter l'hôpital. Et il y a eu une fuite massive de l'hôpital. Moi, j'ai fait la tournée déjà dans mon coin. Les urgences de Senlis ont fermé, c'était avant la crise Covid. Mais on a lancé Allo Véran. On a 76 signalements de services des urgences qui ont fermé, qui sont pas liés à la crise Covid. Là, aujourd'hui, Macron, il est en train de cacher la crise de l'hôpital derrière la crise Covid qui existe. Et derrière, les non-vaccinés. François Ruffin, quelle est la solution? Draguignan, les urgences du personnel fermées toutes les nuits depuis plus de 2 semaines. Laval, depuis 1 semaine, les urgences de l'hôpital ferment leurs portes le soir. Mamers, les urgences de l'hôpital vont fermer 1 mois. Saint-Calais, sans personnel, les urgences contraintes de fermer tout le week-end, et ainsi de suite. Vous en avez 76 comme ça. On le sait bien sur RMC, j'ai notamment reçu plusieurs fois la patronne des urgences de Laval qui dénonçait le fait que les urgences soient fermées. Là, mais votre rôle à vous, député... Je vous le dis, c'est user de la crise du Covid et en particulier des non-vaccinés comme des boucs émissaires pour faire que les gens regardent, se divisent entre eux en bas, plutôt qu'ils regardent qui est le responsable du désarmement de l'hôpital en haut. François Ruffin, cette nuit vous étiez à l'Assemblée nationale, ça a à nouveau explosé pendant la discussion dans l'hémicycle, suspension de séance, le pass vaccinal n'a donc toujours pas été voté, il le sera peut-être in fine, mais pour l'instant c'est toujours pas le cas. Vous êtes contre ce pass vaccinal, au-delà de la question de l'atmosphère et du climat politique. Vous faites quoi à la place? Est-ce qu'il faut aller vers une obligation vaccinale? Édouard Philippe ce matin se prononce en faveur de l'obligation vaccinale. Au fond, est-ce que ça réglerait les choses? Une tribune est parue hier dans le British Medical Journal, signée par des centaines d'experts internationaux qui disent quoi? Le titre de leur tribune, ils invitent les gouvernements à ne pas tout miser sur le vaccin. Quelles sont les armes qu'ils préconisent? La première arme, c'est ça, c'est-à-dire le masque FFP2. Au moins, quand on prend, comme je l'ai fait ce matin, les transports en commun, qu'il y a du monde dans le métro, eh bien, avec ça, vous avez 80 fois moins de chances d'être contaminé qu'avec ça. Le seul problème, vous appelez quoi? Vous appelez le gouvernement à distribuer des masques FFP2? Déjà, à permettre leur production, parce que aujourd'hui, on est en rupture de stock sur les masques FFP2. Moi, j'ai cherché à en avoir pour des réunions publiques dans mon coin. Il y a plus de masques FFP2. Donc, il y a une rupture de stock. Ça veut dire qu'il y a eu un désarmement industriel aussi dans le même temps. Deuxième chose, c'est pas mes solutions à moi, là, ce sont les centaines d'experts qui font écrire dans le... Oui, mais vous comprenez bien qu'il y a experts contre experts. C'est-à-dire, vous allez citer des experts, il y en a d'autres qui vont en citer d'autres. British Medical Journal et des centaines d'universitaires. Ils disent pas qu'il faut pas faire le vaccin. Donc ils disent qu'il faut pas tout sur le vaccin, voilà. Il faut... Deuxième chose, des masques. Filtration, aération. Qu'est-ce qui se passe? En France, on a investi 30 centimes par habitant sur la filtration aération. En Allemagne, c'est 8 € par habitant, c'est-à-dire 30 fois plus. En Italie, c'est 40 fois plus. En Hollande, c'est 70 fois plus. Et là encore, on a cherché à faire passer un amendement pour dire qu'il fallait aider les collectivités pour l'achat d'aérateurs, de filtrateurs.
il y a eu un refus de la majorité En Marche de voter ça. Le troisième point que souligne le British Medical Journal, c'est évidence, c'est un accès équitable au vaccin. Aujourd'hui, on a des pays du Nord qui ont des doses et on a des pays du Sud qui ont rien. Il faut la levée des brevets. On s'était engagé, Emmanuel Macron s'était engagé à en faire un bien public mondial. L'Assemblée nationale a voté pour ça. Et que fait la France tous les jours par la voix d'Emmanuel Macron et de ses ministres? Que fait la France à l'Organisation mondiale de la santé, à l'Organisation mondiale du commerce? Elle s'oppose à la levée des brevets pour les pays du Sud. Ça veut dire que là, elle fait très clairement le choix de l'argent de Big Pharma plutôt que le choix des gens. Ruffin, vous dites, si je résume vos propos, vous dites le vaccin, oui, mais pas que. Il faut des masques FFP2, il faut filtrer aéré et il faut un accès équitable au vaccin. Ça, j'ai bien compris votre stratégie. Mais il faut pas tout miser sur le vaccin. Est-ce qu'au fond, ça veut dire que vous préférez laisser tomber les quelques millions de non-vaccinés en France? Eux, tant pis, on laisse tomber, on se dit c'est fichu. Il y a une incertitude épidémiologique et je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas notre spécialité quand même. Mais c'est qu'est-ce que change Omicron par rapport aux autres variants, et on voit très bien que l'effet du vaccin, il va être moindre. Bon, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas sur tous les variants existants jusqu'à maintenant, ça réduit fortement les formes graves du vaccin. Donc pour moi, c'est un outil puissant. Face au moins. Mais si vous pouviez faire l'obligation vaccinale, vous le feriez? Non, je ferai pas l'obligation vaccinale. Je ferai pas l'obligation vaccinale, mais c'est un débat qu'on peut avoir. Mais au moins, ça serait moins hypocrite de venir le faire en loose day avec vous pourrez faire des tests, vous pouvez plus faire des tests, les tests sont payants, enfin une manière de faire qu'assume d'ailleurs le président de la République en disant voilà, on y va étape par étape, et à chaque fois en ayant quand même en permanence des promesses. Je rappelle que au départ, Emmanuel Macron était passé à la télévision en décembre 2020 en assurant qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale, qu'il comprenait très bien les gens qui se faisaient pas vacciner parce que c'était un vaccin qu'on connaissait pas face à une maladie qu'on ne connaissait pas. Avant finalement de décider de les emmerder encore davantage. Je veux dire quand même que depuis l'été dernier, je suis partisan de la stratégie du aller vers. Moi, dans mon coin, je voulais quoi? Je voulais qu'il y ait chaque salle de fête dans les villages, il y ait un jour où les gens puissent aller se faire vacciner pour leur amener la vaccination à proximité plutôt qu'ils se déplacent dans des grands vaccinodromes. Et donc, je reste moi toujours partisan d'une stratégie de conviction et d'une stratégie de discussion, d'une stratégie d'échange, et qui fait que aujourd'hui, la masse quand je dis que la France est le dernier pays d'Europe de l'Ouest sur la vaccination des plus de 80 ans, c'est parce que les gens, on va pas les voir, on va pas discuter avec eux. On est dans la Startup Nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense qu'en mettant une application et des vaccinodromes, ça va le faire. Mais non, les plus de 80 ans, c'est pas à partir d'une application avec un rendez-vous sur Doctolib. Il aurait fallu aller les voir. Là, visiblement, c'est pas tout à fait le tour que ça va prendre. Non, là, c'est dans la contrainte et presque dans l'injure. Dans l'injonction, et ça peut pas marcher comme ça. On vous sent assez désespéré, j'avoue, ce matin, en plus d'être en colère. François Ruffin, député insoumis de la Somme, merci d'être venu répondre à mes questions ce matin sur RMC. Bon courage à vous pour la suite de l'année. Au revoir. Merci, bonne année quand même.